Bon, on va démarrer, parce qu'on a déjà les petites 10 minutes réglementaires de retard. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux. On n'avait pas pris un gros amphi parce qu'on voulait pas qu'il soit à moitié vide, mais voilà, finalement, on aurait dû peut-être. Je tenais d'abord à remercier Ilona, qui est étudiante ici et qui s'est démenée pour que ces journées aient lieu. Donc c'est une initiative conjointe université et avec les assos étudiantes. Et donc, mais c'est surtout les étudiants qui ont travaillé parce qu'ils ont plus de temps que nous peut-être, au détriment de leurs études. Voilà. Et aussi surtout Élodie Charbonnier qui a organisé la venue de beaucoup de conférenciers aujourd'hui et qui nous permet d'avoir un parterre éclatant et beaucoup de personnes qui ont des connaissances, on va dire, complémentaires sur les sujets qui nous intéressent ce soir. Il y a le tout nouveau président de l'université, Benoît Roig, qui était présent. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot voilà. Donc je pensais que oui, mais voilà. Donc qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Et on va démarrer avec Mathilde Royol qui nous fait aussi l'amitié pour le coup d'être présente et qui avait beaucoup d'idées sur la question de l'accueil, on va dire, des personnes avec handicap. Et donc elle souhaitait faire l'introduction de cette conférence avec des propos, on va dire, un peu généralistes finalement. En tout cas, je te laisse la parole. Bon, bonsoir à tous, à toutes et à tous, en psycho. Voilà, je vais quand même me représenter. Je suis psychologue en pédiatrie à Carremo. C'est le service au CHU de Nîmes. CHU, vous connaissez? Oui, il y a des stagiaires. Voilà, et également psychologue en libéral à Nîmes. Alors, j'ai l'honneur d'ouvrir ce soir un temps de parole et de réflexion autour du handicap à l'université. C'est comme ça que je l'avais compris. C'est bien ça? Et plus particulièrement du handicap dit invisible. Alors, c'est une manifestation qui est ouverte aux étudiants, je vois, au personnel de l'université aussi, c'est ça, et au public en général. C'est pour ça que j'ai des invités. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de l'université de rendre visible justement au plus grand nombre ceux qui d'ordinaire passent inaperçus, qui ne s'entendent pas, qui ne se voient pas. Alors, vous allez entendre ce soir beaucoup d'informations sur des thèmes aussi variés que l'autisme, la dépression, les dyslexies. Il y a la PDIS. Il y a l'association des dyslexies, je ne sais pas si vous connaissez, elle est là. Voilà. Sur les dyspraxies, de leur rapport avec l'apprentissage et des difficultés qu'ils peuvent engendrer. Le terme handicap invisible rassemble des affections ou des situations très variées, vous verrez. Une déficience sensorielle, ça peut être tous les sens. Le toucher, il y a... Ah oui. Enfin, sensoriel, tous les sens. Une maladie chronique, des troubles psychiatriques, mais encore nombre de situations impossibles à lister tant la diversité est grande, mais qui toutes ont été déclarées comme engendrant chez une personne des difficultés sérieuses à vivre et à agir dans son environnement. Dans la définition actuelle du handicap, il est question de difficultés de déplacement, de compréhension, d'expression, et ces difficultés qui demandent à être soutenues par une attention et des dispositions particulières. Le handicap invisible, vous avez dû le lire, mais bon, je vais vous le dire. Non, mais ça, c'est vraiment une lapalissade. C'est un handicap, donc, qui n'est pas apparent. C'est con à dire, mais bon, je le dis. Et pour information, il y a 2% des personnes en situation de handicap, on en reparlera, qui sont en fauteuil roulant. Sinon, la majorité, c'est à plus de 80% du handicap invisible. Donc, vous voyez, ça fait quand même. Alors, vous allez voir, si je dis des personnes en situation de handicap et non les handicapés, c'est à cause d'une sorte de militantisme, j'ai appelé ça un peu, qui est issu de mes souvenirs, des confidences d'enfants que je reçois en consultation.
qui ont été dans la cour d'école régulièrement insultés de sales handicapés. C'est-à-dire que lorsque on gomme le sujet et qu'on réduit la personne à un substantif, là c'est l'handicapé, hein, on en fait un nom, c'est-à-dire que d'une caractéristique d'un sujet on en fait l'essence, là ça peut être très violent. Ça peut réduire l'être à cette caractéristique et sa substance devient d'être handicapé. Enfin, je sais pas si vous sentez le truc. Voilà. C'est de la grammaire, mais moi je trouve que c'est important. Pour revenir aux insultes, par exemple, c'est bien plus difficile de dire sale personne en situation de handicap que sale handicapé. Vous voyez. Par le langage, déjà, on peut protéger. Là, on peut protéger, promouvoir le statut de sujet bien plus complexe que sa réduction à un trait métonymique. Vous voyez ce que c'est la métonymie ? C'est la métonymie. Bon, là, plus particulièrement, c'est la synecdoque. C'est une figure de style qui prend la partie pour le tout. Les exemples, c'est les voiles qui rentrent au port. J'ai un troupeau de 200 têtes. Ça, c'est une synecdoque. Là, je parle pas de vous. Hein. Je cherche un toit pour dormir. Une partie pour le tout. Eh bien, cette figure de style, elle s'appelle la synecdoque restrictive. Et mon sentiment dans l'appellation les handicapés, c'est justement celle d'une restriction de l'identité. Donc, ça demande un effort, de dénoncer la périphrase en situation de handicap. Ça demande un effort, mais ça vaut le coup quand on y réfléchit. Voilà. Pour la dénomination, il y a aussi la personne handicapée, vous verrez. Vous avez déjà vu ça ? J'ai également, moi, des hésitations à qualifier une personne par cet adjectif, car là aussi, il y a un risque de globaliser la personne dans son ensemble. L'expression, donc, en situation de handicap, revient à avoir l'espoir que si on s'arrête un peu et qu'on réfléchit aux situations particulières de chacun, et que nous pouvons avoir une action sur la situation en elle-même, eh bien l'intégration du handicap, justement, sera facilitée et le sujet aura une vie moins compliquée. C'est l'idée d'ailleurs de la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est marrant, mais c'est dans la loi, c'est écrit comme ça. Il faut savoir, moi, c'est mon idée, que quand la loi s'en mêle, c'est parfois mauvais signe. Cela veut dire qu'il fallait un cadre légal pour édicter des droits qui n'allaient pas de soi, des droits à défendre. Et derrière cette loi, c'est la nation qui s'est placée en tant que défenseur absolu de l'égalité et de l'équité. C'était le dessin que je voulais mettre. Vous connaissez peut-être le dessin. C'est 3 enfants, il y a un très grand, un moyen, un petit, qui essayent de regarder derrière une balustrade. Ça vous parle ou pas ? Et alors on dit l'égalité, c'est une marche pour chacun, enfin un petit truc sur lequel ils montent. Et l'équité, c'est on enlève celle au plus grand et on en met 2 au plus petit. Tu la connais ? Tu mets équité. Ah ben c'est celle-là, voilà. Bon, mais elle est parlante. Voilà. Donc, ça, c'était... Alors, quand j'ai réfléchi à mon introduction, j'avais pensé à un titre, qu'on m'a pas demandé d'ailleurs, hein, c'était pour moi. Et j'ai pensé à écouter l'invisible. Et je pensais que c'était la condition pour lutter contre une exclusion souvent larvée, subie, pour favoriser la vie étudiante en tant que belle occasion de continuer à trouver place, à exister dans le maillage du lien social, grâce justement à un accueil chaleureux et adapté, dans lequel se sont engagées en fait toutes les universités de France, par la charte là, c'est toutes les universités de France. Et ils ont signé une charte justement avec auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère du travail, des relations sociales, de la solidarité, des solidarités ils appellent ça, qui concerne l'accueil donc des personnes en situation de handicap justement à l'université. Voilà, ça c'est
Bon, je trouve qu'elle était un peu parlante, quoi. Voilà. Donc c'est en ce sens que je veux remercier en tout premier lieu les professeurs de psychologie d'avoir pensé cette manifestation qui est une sensibilisation à la problématique du handicap invisible. On pourrait presque dire une reconnaissance. Comprenez bien que dans le handicap invisible s'ajoute la difficulté souvent pour l'entourage de comprendre et d'admettre qu'il s'agit bien d'un handicap et non pas d'un défaut. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être surajoutées justement à la situation du handicap, la dévalorisation des souffrances. Je me suis souvenue d'une phrase de quelques enfants. Il y en a un qui me dit « Avant, ma maîtresse m'appelait le chat devant toute la classe à cause de mon écriture. » Ou un autre qui me dit... lui, il était marrant. Il me dit, on me dit immature parce que je ne me souviens jamais de ce que je dois mettre dans mon sac ou dans ma trousse. Et pourtant, cet enfant, c'est un haut potentiel intellectuel. Vous savez, on dit, il peut vous assommer par ses connaissances. Mais il est ce qu'on appelle dyspraxique. Ça, c'est Marie Farmer qui va vous en parler, elle est neuropédiatre. Elle va parler de la dyspraxie. Voilà. Hein? Ah, mais t'es arrivée? Ah, je suis contente. Voilà. Donc lui, il est dyspraxique et depuis en fait la mise en place d'une pédagogie différenciée, on prend en compte ce souci d'organisation, par exemple, à l'école comme à la maison. Et franchement, ça change tout. Alors, je parlais de reconnaissance. Ceux qui sont au fait connaissent justement le long chemin souvent qu'il faut parcourir pour faire reconnaître par la MDPH, vous savez la MDPH, Maison départementale de la personne handicapée. Voilà. Donc ils n'ont pas encore fait tout le chemin de réflexion sur la dénomination, je pense. Enfin, donc oui, pour faire reconnaître justement la situation de handicap. Et c'est cette reconnaissance initiale qui va permettre d'ouvrir des droits spécifiques afin d'égaliser justement les chances d'accessibilité à la scolarité, puis à l'emploi et surtout à sa meilleure réussite. C'est ça qui est visé. Voilà. Pour revenir sur le mot sensibilisation, parce que j'ai vu que c'était votre titre, là c'est plus marqué. Et sa polysémie, je trouve que le terme est assez poétique parce que déjà je me suis dit sensibiliser c'est rendre sensible. Déjà je trouve que c'est joli. Voilà, ça va vous rendre sensible à quelque chose. C'est révéler, c'est aussi rendre réel. Quand on dit on sensibilise, vous allez voir dans le dictionnaire comme moi, c'est rendre réel, c'est rendre attentif à quelque chose pour lequel on ne manifestait pas d'intérêt auparavant. J'ai bien aimé aussi la définition employée dans les termes de photographie, c'est rendre sensible à l'action de la lumière. Et là, ce que j'aime, c'est l'idée de sortir de l'ombre. Moi, ça me plaît. Enfin, en termes médicaux et surtout, je ne sais pas s'il y en a des allergiques, ils en parlent beaucoup, la sensibilisation, c'est un processus par lequel un stimulus qui au préalable ne déclenche pas de réponse, ne déclenche aucune réponse particulière, acquiert un pouvoir de déclenchement d'une réponse. Et moi, j'ai trouvé ça beau parce que aujourd'hui, au niveau légal, les réponses sont là. On a vu la loi de 2005, puis c'est toujours un peu réactualisé, tout ça. Mais le problème, c'est dans la mise en application de la loi, il y a des ratés, il y a des retards. Enfin, il y a plusieurs personnes qui pourraient peut-être en témoigner. Mais par exemple, je parlais de l'association sur la dyslexie. Je parlais pas de mes stagiaires. Voilà. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement, pour finir, Karine Weiss d'avoir fait. On s'est mis d'accord, et pour que je fasse cette introduction, pour cette réflexion un peu collective, pour essayer d'élaborer certaines situations qui peuvent apparaître en fait au départ comme des difficultés. Karine, c'est vrai que c'est par une amitié tissée depuis de nombreuses années que nous nous sommes entendus donc pour cette participation.
C'est évident, parce que moi j'avais dit, qu'est-ce qu'on ne fait pas par amitié? C'est vrai, on en fait des choses. Bon. Mais aussi, et c'est peut-être tissé du même fil, une volonté de renforcer le lien qui unit deux institutions différentes, deux institutions qui avancent chacune dans leur destinée, mais qui souvent se rejoignent grâce à des points de réflexion, de réunion comme ce soir, on en a déjà fait. Je veux parler donc de l'université, qui est un lieu par excellence qui pense. Oui, vous pensez. Et l'hôpital, un lieu qui pense également, mais des plaies physiques. Et grâce à l'université et les cohortes de psychologues qui fournissent à l'hôpital, c'est évidemment pas que les plaies physiques qu'on va penser, qu'on va prendre en charge à l'hôpital. Il y a les plaies psychiques, plus invisibles, qui passent parfois inaperçues si une personne qui est non aguerrie, non formée à l'écoute, comme la plupart que vous êtes là, vous êtes en train de vous former à l'écoute. C'est le travail de psychologue. Il y a toutes sortes de plaies psychiques. Il y a les plaies ouvertes, comme dans le cas de traumatisme, des plaies anciennes, mais toujours aussi douloureuses. Il y a des plaies cicatrisées qui ne font plus mal, mais qui ont laissé une trace psychique. Et aujourd'hui, en tant que psychologue hospitalière, travaillant avec les enfants et les adolescents qui sont hospitalisés parce qu'ils sont malades, ils sont malades, j'ai voulu témoigner de quelques-unes de ces plaies psychiques, ces cicatrices qui sont dits de ces enfants qui sont dits justement en situation de handicap invisible. Par exemple, il faut savoir que ce sont des enfants qui sont plus fréquemment pris pour cible dans le harcèlement scolaire. Enfin, je ne sais pas si vous aviez assisté à notre ancienne conférence, enfin prise de parole sur le harcèlement scolaire. Ils sont vraiment, c'est la cible. Je sais pas, on avait à peu près compté sur les groupes qu'on avait, c'était plus de la moitié des enfants dits en situation de handicap invisible qui vivaient une situation de harcèlement scolaire et d'exclusion du groupe classe. Donc c'est quand même des vécus très difficiles qui griffent, vraiment qui font des marques quand on grandit. Voilà. Donc c'est un témoignage un peu qui rend hommage justement à celles et à ceux qui ont réussi à traverser parfois des épreuves compliquées pour plein de choses. Vous allez voir, vous allez entendre toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avant d'arriver justement sur les bancs de cette université, de toutes les universités, bancs sur lesquels il apparaît plus qu'urgent de rendre cette assise aussi confortable que pour tout un chacun. C'est-à-dire, j'ai essayé de repenser un peu ce que c'était la fac pour moi, une expérience de vie dont on se souvient quasiment tous avec nostalgie. Notre première liberté, nos premiers appartements, nos premières soirées, plus ou moins les réveils difficiles, parfois nos premiers amours, parfois des amis qu'on dit pour la vie, mais aussi, et je ne l'oublie pas, nos premières réelles solitudes, nos premières déceptions, désillusions, séparations, ruptures, et tout ce qui fait que c'est une période bien mouvementée. Voilà, je vais laisser la parole au... Eh oui, allez, je vous remercie pour votre écoute. Merci Mathilde. Bon, Mathilde reste avec nous pour les questions après, peut-être pour les discussions.